L'or est souvent présenté comme la valeur refuge par excellence. À chaque période d'incertitude économique, il revient au centre des débats. Mais en 2026, dans un contexte marqué par une inflation encore présente, des taux d'intérêt durablement plus élevés qu'avant 2020 et une dette publique mondiale historiquement élevée, une question mérite d'être posée sérieusement. Acheter de l'or en 2026, est-ce réellement un bon choix d'investissement? Dans cette vidéo, on va analyser l'or de manière factuelle. C'est parti. Quel est le rôle économique de l'or? L'or n'est pas un investissement productif au sens économique du terme. Il ne génère ni dividendes, ni intérêts, ni croissance intrinsèque. En revanche, historiquement, l'or remplit trois fonctions principales. Réserve de valeur sur le long terme. Sur plusieurs décennies, l'or a globalement préservé le pouvoir d'achat face à l'inflation. C'est un actif de diversification, son comportement est souvent décorrélé des actions et parfois des obligations, ce qui peut réduire la volatilité globale d'un portefeuille. C'est un actif refuge en période de stress systémique. Crise financière, instabilité monétaire, perte de confiance dans les devises, dans ces contextes, l'or tend à être recherché. Il est donc essentiel de comprendre que l'or est avant tout un outil de stabilisation, pas un moteur de performance. L'or est-il un bon investissement en soi? Sur le long terme, les données sont claires, les actions surperforment l'or. Cependant, cette surperformance des actions s'accompagne de volatilité et d'un risque économique réel. L'or à l'inverse offre des rendements réels plus faibles, sauf pour l'année 2025 où l'or a établi des records. Autrement dit, l'or ne remplace pas les actifs productifs, il les complète. Investir dans l'or en espérant une forte croissance régulière est donc une erreur d'analyse. Les facteurs défavorables à l'or. Plusieurs éléments peuvent limiter l'intérêt de l'or. Des taux d'intérêt réels élevés, un dollar potentiellement fort et une absence de rendement courant. Dans quel cas l'or a du sens? L'or peut néanmoins être pertinent dans un portefeuille bien structuré si ton objectif est la préservation du capital, pas la maximisation du rendement, si tu veux réduire la dépendance globale au marché financier. Dans ces cas-là, l'or joue un rôle de couverture partielle. La plupart des études académiques et des allocations institutionnelles recommandent généralement entre 5 et 10% maximum du portefeuille en or. Or physique ou produit financier? Il existe plusieurs façons d'investir dans l'or, avec des implications très différentes. L'or physique, comme les lingots, les pièces. Il y a des avantages, tu détiens réellement de l'or et il n'y a pas de risque de contrepartie financière. Mais il y a aussi des inconvénients, comme le coût du stockage, le coût de l'assurance et la liquidité qui peut être parfois moins immédiate. Et il y a les ETF adossés à l'or. Il y a des avantages comme une forte liquidité, une simplicité et des frais généralement plus faibles. Et aussi des inconvénients comme une exposition indirecte et une dépendance à l'infrastructure financière. Le choix dépend donc du niveau de sécurité recherché et de l'horizon d'investissement. La fiscalité à la revente. Quand vous investissez dans un ETF adossé à l'or, vous ne détenez pas réellement l'or. Fiscalement, c'est traité comme un produit financier classique. À la revente, vous êtes soumis au prélèvement forfaitaire unique, au PFU, qui est de 31,4% au total, dont 12,8% d'impôts plus 18,6% de prélèvements sociaux. En résumé, un ETF à l'or est égal à la fiscalité des actions et des obligations. Avec l'or physique, lingots, pièces, la fiscalité est très différente. Il y a deux régimes possibles. Première option, la taxe sur les métaux précieux. 11,5% du prix de vente total s'applique si vous n'avez pas de facture ou vous ne voulez pas calculer la plus-value. Deuxième option, le régime des plus-values réelles. Tu es imposé à 36,2% sur la plus-value uniquement, mais il y a un abattement de 5% par an à partir de la troisième année et tu as une exonération totale après 22 ans. C'est très avantageux sur le long terme, mais ça nécessite une preuve d'achat, donc la facture. Exemple rapide, vous achetez 10 000 euros d'or, vous revendez à 15 000 euros après un an, la plus-value est donc de 5 000 euros. Si tu appliques la taxe sur les métaux précieux, donc 11,5% de 15 000 euros, tu dois payer 1 725 euros. Avec le régime des plus-values réelles, qui est de 36,2% de 5 000 euros, tu dois payer 1 810 euros. Mais après plusieurs années, le régime des plus-values devient bien plus intéressant. Faut-il acheter de l'or en 2026? La réponse la plus honnête est la suivante. Oui, l'or a bien sa place dans un portefeuille en 2026, mais non, il ne doit pas être le pilier central. L'or est pertinent comme un outil de diversification, comme protection partielle contre les chocs extrêmes, comme actif de long terme. Il est en revanche inadapté comme investissement principal. En résumé, acheter de l'or en 2026 n'est ni une erreur, ni une évidence. C'est un choix stratégique qui doit être cohérent avec ton profil d'investisseur et tes objectifs. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire, n'oublie pas de lâcher un like, de t'abonner et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!